Donc dans ce paragraphe, nous allons voir que le rang d'une matrice est relié au rang de tous les autres objets qu'on a définis en algèbre linéaire. Et donc en représentant n'importe quel objet par une matrice, on sait calculer le rang de cette matrice grâce à l'algorithme de Gauss. Donc maintenant on dispose enfin d'un moyen de calcul du rang d'une famille de vecteurs, d'une application linéaire ou d'un système. Et ce rang, donc cette méthode c'est l'algorithme de Gauss, qu'on peut bien sûr programmer en Python, et sinon qu'on sait faire à la main sur des exemples simples. Donc premier théorème, le théorème 26. Premier point, c'est si vous prenez une famille de vecteurs de E, vous prenez n'importe quelle base de E, et vous représentez cette famille de vecteurs par une matrice que vous appelez grand A, et bien le rang de votre famille de vecteurs est égal au rang de votre matrice grand A. Donc en calculant le rang de A par l'algorithme de Gauss, vous avez calculé le rang de votre famille de vecteurs, ce qui vous informe sur le fait qu'elle soit libre ou génératrice de E. Pour une application linéaire, vous prenez une application linéaire quelconque, des bases quelconques, vous représentez f par une matrice, et bien le rang de f c'est le rang de A. Donc on avait déjà vu un résultat un petit peu similaire, mais f était l'application linéaire canoniquement associée à A, donc elle allait de k puissance p dans k puissance n, et il fallait prendre les bases canoniques, donc c'était vraiment un cas particulier. Ici ça devient vrai dans un cadre très général, les espaces vectoriels sont quelconques, et les bases sont quelconques. Donc là pareil, rang de A vous le calculez avec l'algorithme de Gauss, vous en déduisez rang de f, qui vous dit par exemple si l'application est injective ou surjective. Et enfin, pour un système linéaire, si vous appelez A la matrice de ses coefficients, eh bien le rang du système, c'est le rang de la matrice. Donc voyons voir la démonstration. Donc on se donne une famille de vecteurs de E et B une base quelconque, et vous appelez A la matrice qui représente votre famille de vecteurs dans cette base B. Donc on va aussi noter n, la dimension de E, et on considère l'application phi qui a un vecteur de E associe sa matrice représentative dans la base B. C'est-à-dire vous mettez ses coordonnées en colonne dans la base B. Donc comme E est de dimension n, vous obtenez une matrice colonne avec n lignes. Donc on a vu que cette application est un isomorphisme de E vers Mn1 de K. Alors cet isomorphisme, on va le restreindre au départ à vect de U1 jusqu'à UP, à l'espace engendré par notre famille de vecteurs, qui est un sous-espace vectoriel de E. Donc comme on restreint phi à un sous-espace vectoriel, elle reste linéaire. Phi était injective quand on fait une restriction d'une application injective, elle est encore injective. Donc là, notre restriction est linéaire injective. Et ensuite, à l'arrivée, eh bien, on met l'image par phi de cet espace vectoriel. Donc, par définition, la restriction qui va de vect de U1UP vers phi de vect de U1UP est surjective. Et comme elle était linéaire injective, eh bien, elle est linéaire bijective, donc c'est un isomorphisme. Donc phi induit un isomorphisme en mettant cet espace au départ et cet espace à l'arrivée. Mais alors d'après le chapitre 17, quand j'applique une application linéaire à un vect, ça revient à appliquer l'application phi à chaque vecteur. Donc en fait, on a un isomorphisme de vect de U1 jusqu'à UP vers vect de phi de U1 jusqu'à phi de UP. Alors toujours d'après le chapitre 17, deux espaces isomorphes ont la même dimension. Donc la dim de vect égale dim de vect ici. Et dim de vect, pour une famille de vecteurs, c'est ce qu'on a appelé le rang. Donc j'obtiens que le rang de la famille U1 jusqu'à UP est égal au rang de la famille phi de U1 jusqu'à phi de UP. Alors ça d'ailleurs, vous pouvez le retenir dans un coin de votre mémoire, quand j'applique un isomorphisme à une famille de vecteurs, je ne change pas le rang, je viens de le démontrer au-dessus. Alors, mais si on regarde ce que c'est phi de U1 jusqu'à phi de UP, phi de x, c'est les coordonnées de x dans la base B en colonne. Donc phi de U1, c'est les coordonnées de U1 en colonne. C'est la première colonne de A. Phi de U2, c'est la deuxième colonne de A. Et phi de UP, c'est la pème colonne de A. Donc phi de U1 jusqu'à phi de UP, ce sont les colonnes de A.
Et par définition, on a dit que le rang de A, c'était le rang de la famille de ces colonnes. Donc rang de A, c'est rang de phi de U1, phi de UP. Là, c'est par définition. Donc en égalisant là, ici, on trouve bien que le rang de notre famille de vecteurs, c'est le rang de A. Alors ensuite, pour une application linéaire, donc on se donne une application linéaire quelconque, une base de E quelconque, une base de F quelconque, et on note A, la matrice qui représente F dans ces deux bases. Donc par définition, le rang de F, c'est la dimension de l'image de F. Mais on a pris pour B une base de E, donc on a vu au chapitre 17 que l'image de F est engendrée par l'image de chaque vecteur de notre base. Donc si on passe à la dimension de l'image de F, ça fait le rang de F. Et à droite, dim de vect d'une famille de vecteurs, c'est le rang. Donc on obtient que le rang de F, c'est le rang de cette famille de vecteurs. Mais notre matrice A, c'était la matrice représentative de F dans les bases B et C. C'est-à-dire qu'en colonne, vous mettez les coordonnées des vecteurs f de 1 jusqu'à f de p dans la base C. Donc on a vu au début de ce chapitre qu'en fait la matrice de f dans les bases B et C, c'est la matrice de la famille de vecteurs f de 1 jusqu'à f de p dans la base C. Et donc si j'utilise le premier point que je viens de démontrer, je sais que le rang de la matrice A, donc qui représente cette famille de vecteurs, est égal au rang de cette famille de vecteurs. Et donc en égalisant ces deux formules, on trouve que le rang de A est égal au rang de F. Et dernier point, pour un système linéaire, donc on a vu que le rang d'un système, c'était le nombre de pivots quand on l'a mis sous forme réduite de Gauss, sous forme échelonnée réduite. Et donc, c'est le théorème 25 qui dit que quand j'ai une matrice qui est équivalente par ligne ou par colonne à ma matrice de départ, les deux matrices ont le même rang. Donc quand vous faites l'algorithme de Gauss sur votre système et qu'en parallèle vous faites le même algorithme sur votre matrice des coefficients, et à la fin, vous avez d'un côté votre système sous forme échelonnée réduite, de l'autre votre matrice échelonnée réduite, et le rang a été conservé depuis le début. Donc le rang de votre matrice échelonnée réduite, c'est bien le rang de A, où A est la matrice des coefficients au départ. Donc ceci achève la démonstration. Donc, grâce aux matrices, on sait désormais calculer tous ces rangs dont on avait pour l'instant seulement étudié les propriétés théoriques. Alors ensuite, on a une propriété fondamentale du rang, c'est que ça va nous permettre de dire si une matrice est inversible. Donc on se donne A une matrice carrée, n ligne, n colonnes. Donc on sait que par définition, le rang de A est plus petit que n. Eh bien, on va montrer que A est inversible si et seulement si A est de rang n. Donc les matrices inversibles, on dit que c'est les matrices de rang maximal, puisque là le rang était plus petit que n, et il est égal à n si et seulement si elle est inversible. Donc voyons la démonstration. Donc on prend A, une matrice carrée d'ordre n, et on appelle F l'endomorphisme de k puissance n, qui est canoniquement associé à A. Donc A est inversible. D'après le théorème 12, c'est équivalent à dire que F est un automorphisme, puisque A représente F. Au chapitre 17, on a vu que F est un automorphisme si et seulement si rang de F égale n, puisque dans ce cas-là, il est injectif et surjectif. Et d'après le théorème précédent, le rang de F est égal au rang de A, puisque A représente F. Donc on arrive à A est inversible si et seulement si A est de rang n. Donc, si on calcule le rang d'une matrice, toujours pareil avec l'algorithme de Gauss, ça nous dit si la matrice est inversible. Par contre, ça ne nous dit pas que vaut A-1. C'est juste un critère pour savoir si l'inverse existe, mais on ne calcule pas l'inverse. Donc éventuellement, ça peut faire gagner du temps de calcul, puisque si l'inverse n'est pas demandé, pourquoi la calculer? Alors, donc ce genre de résultat, on peut l'utiliser pour savoir si une famille de vecteurs est une base, puisqu'on a vu que
Une famille de vecteurs est une base si et seulement si la matrice qui la représente dans une autre base est inversible. Donc ça change un petit peu. À la place de montrer qu'elle est libre maximale, on va calculer un rang. Donc on va faire un exemple là dans R3, on vous donne 3 vecteurs. Donc on donne 3 vecteurs de R3, on vous demande de montrer que ça fait une base de R3. Donc je pourrais montrer qu'elle est libre maximale, mais là je vais faire une autre méthode. Donc je choisis de représenter mes vecteurs par une matrice dans la base canonique. Et donc dans la base canonique, les composantes, ce sont les coordonnées. Donc dans la base canonique, j'ai juste à écrire comme ça en colonne les composantes. Donc je calcule le rang de cette matrice avec l'algorithme de Gauss. Je trouve ici une matrice échelonnée avec 3 pivots. Donc le rang de la matrice c'est 3. Comme ma matrice était dans M3 de R, elle est inversible. Et donc d'après le corollaire 13 de ce chapitre, je peux en déduire que la famille U1, U2, U3 est une base de R cube. Donc on voit que c'est assez rapide. Voilà. Alors ici j'avais débuté un nouveau paragraphe, mais finalement on va le supprimer. Donc on va voir le théorème du rang, toujours dans le même paragraphe. Donc on va voir le théorème du rang pour une matrice. Alors pour une matrice, si vous prenez A, une matrice à n lignes et p colonnes, eh bien l'entier P, donc qui est le nombre de colonnes de A, est égal à la dimension du noyau plus le rang ou la dimension de l'image de A. Donc, voyons voir la démonstration. Donc on prend A une matrice quelconque, et on appelle F de k puissance P dans k puissance N l'application linéaire canoniquement associée. Donc d'après le théorème du rang pour F, qui est une application linéaire, c'est le chapitre 17, la dimension de l'ensemble de départ en k puissance P, c'est la dimension du noyau plus le rang. Donc la dimension de k puissance P, on sait bien que c'est P. D'après le théorème 26, le rang de F, c'est pareil que le rang de A, puisque A représente F. Donc il reste à montrer ici que la dimension de ker F, c'est la dimension de ker A. Donc pour ça, on appelle B cano la base canonique de k puissance P. Et donc l'application qui a un vecteur x de k puissance P associe sa matrice colonne représentative dans la base canonique est un isomorphisme. Et donc, si on restreint au départ à KRF, il est assez évident qu'on arrive à l'arrivée dans KRA, et qu'on a même un isomorphisme. Alors ça vient du fait qu'on a vu que dire que f de x flèche égale 0, c'est équivalent à dire que A fois cette matrice est égal à la matrice colonne nulle. Donc comme il y a équivalence, on garde le fait que phi soit linéaire injective, puisque c'est une restriction, et la surjectivité, c'est grâce à mon équivalence. Donc on a bien un isomorphisme. Et donc comme les deux noyaux sont isomorphes, ils ont même dimension, et donc finalement, P, c'est la dimension du noyau plus le rang. Fin de la démonstration. Et donc ceci termine ce paragraphe. Donc le paragraphe suivant, on l'appellera caractérisation des matrices inversibles.